Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. On prend pas ça pour du cash, Philippe Richard Bertrand, mais des fois, à lire les nouvelles, on se demande si certains le font. Je lisais dans The Montreal Gazette, en anglais, s'il vous plaît, que, tu sais, le premier ministre Legault parle souvent de l'écart entre l'Ontario et le Québec. Bon, chacun sa passion, on va dire, mais un truc qui était très intéressant, un texte qui a été écrit par Frédéric Tomesco dans la Gazette, qui dit qu'en fait, la différence, c'est pas le Québec et l'Ontario au sens les provinces at large. La grosse différence de richesse, c'est entre Toronto puis Montréal. Et donc, la faute, entre guillemets, de notre pauvreté relative, Phil, c'est Montréal, qui est une ville qui a de la misère à créer de la richesse. C'est quand même intéressant. C'est extrêmement frustrant. Frustrant, tu trouves? Oui. Est-ce que tu vas souvent à Toronto, toi, pour le travail? Oui, de plus en plus, il ne faut pas se cacher, il y a d'énormes sièges sociaux qui sont à Toronto, là, dans les secteurs d'activité dans lesquels on est. Je veux pas être prophète de malheur, mais est-ce que, tu sais, c'est comme un peu... pas que c'est inévitable, mais tu comprends, j'ai l'impression que les entreprises, quand elles grandissent à un certain seuil, se relocalisent à Toronto. Encore une fois, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais... Tu sais, il n'y a rien qui va égaler la qualité de vie que tu peux avoir à Montréal. Tu as habité dans des grandes villes, j'ai habité des grandes villes. On voyage, moi et toi, un peu partout. Montréal, ça demeure Montréal. Est-ce que Montréal a besoin en ce moment d'amour, de ménage, d'enlever des cônes, peu importe, là? Oui, on en est conscient. Mais est-ce que c'est ça qui va créer de la richesse? Ben, tu sais, en ce moment, tu sais, moi, je viens de sortir de l'île de Montréal. J'ai été longtemps à Verdun. Ouais. J'en suis sorti pour des raisons familiales qui sont reliées à mes deux garçons. Ouais. Mais honnêtement, j'étais un peu tanné, là. De la circulation. Je pense que Montréal va avoir besoin de prendre le taureau par les cornes. Puis de régler pour de bon des questions, des problématiques que la ville peut avoir. Sauf que c'est pas en ayant des sorties comme le ministre l'a fait. C'est pas comme, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministre Legault qui a dit les entreprises du Québec qui sont pas capables d'innover vont mourir. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Je suis pas d'accord. mais quand tu viens de donner 4 milliards à une entreprise étrangère... Qui innove. Qui innove. Et donc, qui ne va pas mourir. Pas de problème. Donne-moi 4 milliards dans l'économie du Québec, au PME du Québec, tu vas voir comment on va innover. Mais c'est facile. Ils sont pas à Montréal, cette entreprise-là. En plus. Mais c'est pour ça que je te dis, mais je trouve qu'on est dur sur la ville de Montréal. Il y a des animateurs, dont Benoît Dutrisac, avec qui je partage le micro à tous les jours, qui est extrêmement difficile sur Montréal. Mais c'est correct d'être difficile, c'est correct d'être écœuré des comptes, mais il faut être en mode solution. Mais moi, je trouve que, en tout cas, personnellement, les comptes, c'est une chose, puis je partage l'irritation de plusieurs là, à ce sujet-là, mais j'ai pas l'impression que la richesse d'une ville ou sa capacité à faire des choses dépend de sa construction de route. Là, tu comprends? Je veux dire, il y a quelque chose de plus profond. Non, mais Philippe, Francis, il faut que tu sois capable de bouger, de te promener sur le territoire. On dit quand même que Toronto, c'est 25% plus riche que Montréal. Puis, on parle de plusieurs millions de personnes. Non, mais puis honnêtement, tu comprends? T'es déjà allé à Toronto. Là, it smells money. En anglais, on dit ça sent l'argent. Mais ce qu'on n'a pas à Montréal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre des gratte-ciels puis des rues un peu plates. Mais honnêtement, à place de s'occuper peut-être du haut de la pyramide comme on fait depuis longtemps. Là, c'est quoi le haut de la pyramide? Le haut de la pyramide, c'est des choses cosmétiques. Là, pourquoi qu'on règle pas la question de la propreté, la question de la voirie? Des choses cosmétiques. Genre, c'est
quoi, comme les pistes cyclables? Ouais, c'est ça. Je suis vraiment... J'ai l'impression à Cube Radio d'être dans la radio contre les pistes cyclables. Moi qui me balade en trottinette et en fat bike. On peut s'occuper de la propreté, le problème d'itinérance, le problème des logements. Phil. Je suis assez d'accord, mais tu sais, puis il faut se le dire. Sur Yonge Street, là, tu te fais pas accoster par 10 itinérants. Là. Non, mais à Vancouver, oui, puis je te garantis que Vancouver parle de Toronto. est pas mal plus riche. Je suis pas d'accord, mon copain. Mais je dois t'avouer, Phil, comme tu sais, dans n'importe quelle ville, ça va et ça vient. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que ça fait longtemps que Montréal est derrière Toronto, puis comme on n'est pas en mode rattrapage, s'il y a de quoi l'écart se creuse, fait qu'on génère pas de la richesse ici. Puis l'autre affaire, c'est par rapport à, tu dis le top de la pyramide. Tu sais, on n'est pas en présence actuellement, puis tu sais, je dis plein d'affaires là, sur l'administration montréalaise, mais comme je vais juste rendre à César, comme ils ont d'autres préoccupations, puis sans rentrer dans le jugement. Mais la game devrait pas être faut battre Toronto, tu sais. Puis Simon Sinek qui en parle, tu sais, puis un auteur que j'aime beaucoup. Start with why. Il n'y a pas juste Start with why, il a fait bien les choses depuis, mais tu sais, c'est comme si moi, la seule affaire que j'avais dans ma vision, c'est de battre mon compétiteur. C'est pas ça, là. Crée-toi ton espace, crée-toi quelque chose qui ressemble à Montréal. Mais OK, mais donc tant mieux ce qui est en train. Tant mieux les pistes cyclables, c'est ce que tu me dis. Ben regarde, je pense que ça, c'est la vision d'une administration. C'est la vision de Valérie Plante. Le Mont-Royal. Puis en ce moment, c'est elle qui est aux commandes. Tu peux être contre ou pour. Mais là où je voulais ramener dans le même sens. Ce que je voulais dire par rapport à cette administration-ci, et c'est la même chose un peu à Longueuil et à Laval actuellement, Phil, c'est qu'on dirait que le développement économique n'est pas une priorité. Je veux dire, je compare juste avec les administrations précédentes, celle de M. Coderre notamment, mais comme... Puis encore une fois, M. Coderre avait plein de qualités et de défauts, mais on peut, au moins, le développement économique était comme la première priorité, alors que c'est comme en ce moment peut-être la quatrième. Là, et ça, je pense que c'est notamment un des enjeux, sans dire que c'est un problème, mais qui fait que Montréal n'est pas vraiment en mode rattrapage. On construit beaucoup de choses qui coûtent de l'argent et qui rapportent peu. Là. C'est le fun des pistes cyclables puis de fermer le Mont-Royal, mais ultimement, ça se traduit pas par de la richesse collective. S'il y a de quoi, comme tu dis, ça limite la mobilité des gens, des marchandises et même dans une certaine mesure des capitaux. Parlons de capitaux, justement. La Laurentienne, Phil, fait les manchettes comme à tous les 2 jours ces temps-ci. Ces derniers jours, on a appris qu'il y avait des changements importants à la tête de l'institution. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? En fait, c'était inévitable. J'en ai parlé à TVA la semaine passée, toi aussi. Je suis allé à Mario Dumont, etc. Des fois, j'ai écrit à Phil, tu me voles mes sujets, mon esti, et il rit. Mais je trouve pas ça drôle du tout. Moi, en fait, ce sont mes sujets d'économie. Mais raconte, Phil. Non, mais en fait, je pense qu'il était inévitable avec tout le cafouillage qu'il y a eu depuis maintenant 7 jours. Là. Ça fait 7 jours que ça dure. Ça a duré 6 jours. Là. C'est réglé maintenant. Non. C'est pas quand tu regardes. Non, parce que, encore une fois, oui, le problème informatique est réglé, mais là, tu as 400 000 clients, 350 000 clients qui essayent de se connecter sur les services informatiques. Alors, ça saute. Les services informatiques tombent. Je pensais que c'était réglé définitivement. Non, ils ont réglé le bug informatique, mais là, la problématique, c'est la grosseur du tuyau Internet. C'est ça. Mais comme je te dis, ça a coûté... Par les propres clients. Ça a coûté la job des 2 plus grands, les plus hauts officiers de la Banque Laurentienne, donc le président du conseil d'administration et la présidente. Mais la présidente, outre que ça lui a coûté son poste, elle est là depuis 2020. Je la connais pas personnellement, mais elle a pas réussi à créer un momentum dans le plan d'affaires de la Banque Laurentienne, que ce soit par la vente qui n'a pas fonctionné, les problèmes informatiques, l'exode de clients. Donc, je pense qu'il va falloir une révision stratégique. Ils ont nommé un Québécois à la tête de tout ça. Qui était en charge des services clients, là, ce qui est une bonne chose. 100%. Toi, j'en parlais à Mario Dumont plus tôt cette semaine, et comme pour moi, Phil, une des affaires qui est intéressant par rapport à ça, nomme-moi le président de la CIBC. C'est qui le PDG de la Banque Royale? Moi non plus. C'était pas un quiz que je te fais. On s'en fout, puis on le sait pas. Puis honnêtement, monsieur, madame, tout le monde s'en fout aussi pas mal. Nomme-moi le président de Desjardins. Puis l'ancien président de la Banque nationale, M. Vachon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a possiblement une stratégie qui est peut-être bonne au Québec. Puis encore une fois, je fais de l'hypothèse, mais de personnaliser le rôle de président. C'est-à-dire que si on est... Puis pour Desjardins, ça marche très bien. Là. Je veux dire, Guy Cormier, on l'aime bien, il est à la télé, il est rassurant, c'est comme un peu papa. La présidente, il pouvait pas sortir
partir au Québec parce qu'elle parle pas français. Ben, c'est ça, puis je veux pas en faire un débat sur la langue. Mon point, c'est que le nouveau PDG qu'ils ont nommé, il y a possiblement une personnalité qui va être beaucoup plus présente dans les médias, dans l'espace public. Et pour moi, à la limite, pour la Laurentienne, il y a comme un play, il y a un jeu à jouer. L'autre affaire, je voulais dire, le nouveau président du conseil d'administration, Michael Boychuk, c'est un Montréalais. Il a fait ses études à McGill. Il était en charge du fonds de placement, entre guillemets, là, de la pension de Bell Canada. Il gérait 30 milliards de dollars. Tu comprends? Fait que le gars, comme il sait compter jusqu'à 10, il sait écrire son nom à lettre attachée. Donc, Michael Boychuk, donc, il a vraiment un super beau parcours. Il était déjà sur le conseil d'administration. Donc, là, il en prend la présidence. Mais donc, encore une fois, je vois que dans ce duo-là, il y a peut-être quelque chose d'assez le fun à faire du côté de la Laurentienne. Écoute, je ne vais pas aller m'ouvrir un compte là demain matin. Là, mais tu es d'accord avec moi, le départ, prenons juste le départ de M. Vachon. Quand M. Vachon a annoncé qu'il quittait la Banque nationale, c'était un processus. Tu sais, ça s'est pas fait, je m'en vais, puis il est parti une semaine après. Là. C'est un long processus, une tournée des parties prenantes, des actionnaires, etc. Là, bing, les deux plus grands officiers. C'est qui le président de la Banque nationale maintenant? Le nouveau, j'ai aucune idée. Ça, c'est intéressant. Comme je l'ai dit, j'avais cette réflexion-là aujourd'hui sur la personnalisation. Je crois que c'est un Français. Laurent Ferreira, son nom. Ça. Je sais ça anecdotiquement. On enchaîne, Phil, juste quelques petites nouvelles pour terminer, mais moi, c'est un sujet que genre me fait triper. Là. Je ne peux pas l'aider, mais Sam Bankman-Fried, c'est le fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX. Il est passé, le gars, là, tu vas voir ton banquier. Oui, bonjour, je vaux 30 milliards de dollars. Puis là, 3 jours après, oui, bonjour, je vaux 0 $. J'aurais besoin d'argent pour m'acheter des sous. Et je m'en vais en prison. Oui, je m'en vais en prison. Il s'est fait extrader des Bahamas. C'est comme la saga fabuleuse. Puis ce qui est vraiment intéressant, ses deux parents sont genre profs de droit à Stanford. Puis tu sais, genre prof émérite. Ses parents ont mis une caution de 20 millions qui ont perdu une affaire récemment. de folie. Mais donc là, c'est son procès qui s'ouvre là, ces jours-ci, Phil. C'est très intéressant. Moi, je vais suivre ça avec le plus grand intérêt. Et je voulais en parler. Pourquoi? Parce que notamment, il y a une espèce de lutte fratricide là-dedans. Tu te rappelleras que Bankman-Fried avait une genre de girlfriend associée VP, Caroline Ellison, qui est... C'est elle qui va le crucifier. C'est un peu des fraudeurs, tous ces gens-là, mais c'est des gens très intelligents. Là. C'est des premiers de classe en finance. Là. C'est des whiz kids. Ils ont juste comme mis leur intelligence à mauvais escient. Et comme tu dis, oui, elle va le crucifier. J'ai bien peur. Puis là, c'est comme un genre... Ça va faire un tellement bon film. Là, comme, c'est genre... entre nous, bon, je veux pas dire, mais elle a l'air un peu d'un pichou, Caroline Ellison, tu comprends? Je veux dire, puis il y a des photos d'elle qui ont circulé, elle a l'air de rien. Puis là, tu sais, c'est comme le romance entre eux deux, mais tu sais, lui non plus, il a l'air de rien, là, avec ses cheveux dans les airs, là, un peu gros. Puis tu pour dire... Une catastrophe. T'imagines bien la relation romantique sur trame de comme, on monte 30 milliards de dollars de valorisation, puis là, ça s'effondre, puis là, extradition. Mais tu comprends, t'as 28 ans. Là, quand il cherche un acteur américain, pichou, il devrait mettre Jude Law. Jude Law va jouer M. Friedman. En tout cas, je suis pas rendu à écrire le scénario. D'ailleurs, les scénaristes ne sont plus en grève. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais donc, ça s'ouvre ces jours-ci. Ça va être super intéressant et je te garantis que ça va faire un film ou une série télé un jour. Dernière affaire, Phil. Après, on se laisse, mais le taux d'intérêt, le taux directeur a beaucoup augmenté depuis 1 an et demi et on apprenait cette semaine que le stress des Québécois par rapport aux affaires financières, il n'y a rien de nouveau, mais en fait, il y a une nouvelle étude qui montre que ça a vraiment explosé. Personne n'y échappe, là, évidemment, à ce stress. Je sais pas, toi, tu te sens-tu stressé, Philippe? En fait, c'est pas un stress qui est pareil. Là. Moi, c'est juste que, tu sais, veux pas, les entreprises, on a un deadline là, qui est rendu au 18 janvier pour rembourser certains prêts du gouvernement. Donc, ça va mettre une pression financière additionnelle sur notre rentabilité. Notre coût d'emprunt a augmenté. Donc, là, je le compare pas à un ménage québécois, c'est pas la même chose, mais moi, j'ai d'autres stress, mais c'est pas le stress du ménage puis des dépenses de loyer, etc. Là. Ça, je pense que j'ai... Écoute, selon l'étude là, qui a été publiée par l'Institut national de la paye sur les travailleurs canadiens, il y a 63% des Canadiens qui dépensent tout leur salaire net là, à chaque mois. Là, il ne reste pas une scène à la fin. Puis en plus, 30%, là, il en reste pas beaucoup, mais fait que 30% dépensent plus que leur paye. Ça veut dire que soit ils pigent dans leur économie s'ils en ont, ou ils s'endettent à chaque mois, à chaque paye, je sais pas. Ça fait que 63 plus 30,
93, Phil. Fait qu'il reste 7% du monde qui ont du lousse. C'est pas grand monde, ça. Évidemment, ce qui est aussi étonnant, puis tu sais, là, au Canada, on va le savoir le 25 octobre, là, la décision sur le prochain taux directeur. Tu veux mon petit pari, Phil, ça va pas augmenter. Mais Jerome Powell, aux États-Unis, le gouverneur de la Fed, a dit ces derniers jours que ça allait peut-être durer 2 ans, ce niveau-là de taux on pensait moins ça. On sort d'une logique de ça va rebaisser. L'an prochain. Ceci est temporaire. Là, c'est comme à perpète. Habituez-vous à ce niveau-là d'intérêt. Et donc, tu sais, je pense que moi, je le vis aussi personnellement. Phil, je l'ai dit plusieurs fois à l'antenne de Cube. Tu sais, j'ai un taux variable. J'en suis pas fier. Je suis particulièrement pas fier de ça. Mais ça reste que, bon, j'ai vécu ça en live là, toutes les fois. Ça augmentait. Puis, tu sais, j'espérais que ça rebaisse pour me créer un peu de lousse dans mon budget à moi. Puis, tu sais, c'est la nouvelle réalité. Fait que, tu sais, moi, personnellement, puis je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui font la même chose. Moi, en ce moment, je rembourse mon hypothèque comme as fast as I can. Je double mes paiements. Je fais des paiements. Tu sais, toutes les clauses là, hypothécaires. Parce que j'ai pas de meilleur placement que ça dans ma vie, le Phil. 6,6% que je paye. Puis, tu sais, après impôt, tu sais, c'est fabuleux. Je me fais bien avoir avec ce taux-là. Mais ça reste que si j'ai une pièce puis que je peux la mettre là puis que j'économise 6,6%, c'est comme si je faisais un rendement de 6,6%. Je veux dire, fait que je dis juste, je me cite pas en exemple, mais je pense qu'il y a bien des Canadiens qui vont prendre cette même décision-là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire sur l'épargne? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'investissement dans les entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire sur la consommation? Ça a plein d'incidences. Tu sais, si à chaque fois que tu as une pièce de lousse, tu la mets sur ton hypothèque parce que c'est un Christy de bon rendement, ben c'est tout le reste de l'économie qui a pas ce dollar-là dans l'économie. Fait que ça va tranquillement se faire ressentir, c'est assez certain. Puis là, il faudra voir si les banques centrales prennent des décisions, si jamais on se retrouve en récession, si jamais c'est pire qu'on pensait. Moi, je suis plutôt optimiste, Phil, mais en tout cas, à suivre, évidemment. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Les changements fondamentaux qu'on observe dans l'économie depuis 18 mois font mal ou en fait changent les paramètres pour plein de monde. Il y a les gens très riches comme Philippe Richard Bertrand, évidemment, qui souffrent énormément. Les gens plus au bas de l'échelle également. Et puis, évidemment, derrière tout ça, il y a des gens qui se questionnent qu'est-ce que je devrais faire avec mon argent. Puis, il y a une catégorie particulière de gens, ce sont les entrepreneurs. On en accueille régulièrement à l'émission. On en a aussi qui nous écrivent régulièrement, Phil, des questions, des commentaires. J'ai même un auditeur, là, je le salue, qui m'a demandé cette semaine des conseils par courriel. Désolé, je ne suis pas certifié par l'Autorité des marchés financiers. Je ne peux pas donner de conseils, ni en ondes, ni par écrit. Bref, pour parler de tout ça, on s'est dit pourquoi ne pas aller chercher un planificateur financier. Il faut savoir qu'au Québec, planificateur financier, c'est un titre qui est donné par l'Institut québécois de planification financière. Fait que c'est vraiment une job, hein. C'est pas un vendeur d'assurance ou quelque chose d'autre. C'est vraiment un titre particulier. C'est une formation assez exhaustive. Marc-Alexandre Barbe, planificateur financier, et aussi associé dans un cabinet de services conseil qui s'appelle Planisource. Bonjour Marc-Alexandre. Bonjour François. C'est une bonne introduction. C'est une bonne introduction, ça met bien la table. Parfait. Donc, écoute, Planisource, commençons avec ça peut-être. Ouais. Là. Donc, tu es associé dans cette entreprise-là. Ça a été fondé il y a une quinzaine d'années, si je comprends exactement. bien. Par Réginald Barbe. On reparlera de Réginald Barbe un petit peu plus tard. Marc-Alexandre Barbe. Mais vous avez quand même la mission d'aider les familles d'entrepreneurs à mieux planifier, mieux partager. Concrètement, on fait ça comment, aider des familles d'entrepreneurs? Oui, donc une famille, on va appeler souvent une famille entreprenante, c'est des gens qui désirent s'organiser à travers les générations puis d'assurer qu'il y ait une pérennité dans ce qu'ils ont bâti. Donc, ça va être soit des gens qui ils vont avoir des grandes entreprises qui continuent d'opérer, ils vont avoir des parcs immobiliers ou ils vont avoir des événements de liquidité, mais ils ont un désir de s'assurer que ce qu'ils ont bâti ait encore un impact positif, au moins 2 générations en amont. Donc, fait que vos clients, le cible, on va dire, c'est des entrepreneurs. C'est des gens qui ont un peu de sous, j'imagine, ou en tout cas des actifs. Là. Des fois, c'est la compagnie qui vaut de l'argent. Et le défi, donc, c'est quoi? C'est de passer ça d'une génération à l'autre? C'est comment tu exprimerais un petit peu ce que vous faites? C'est quoi? Où est-ce que vous intervenez? Souvent, l'élément déclencheur, c'est quand ils réalisent qu'ils ont accumulé des valeurs qui vont être au-delà de ce qu'ils vont être capables de, disons,
utiliser pour leurs besoins personnels. Donc, quand on peut parler d'une indépendance financière, c'est-à-dire qu'on en a absolument assez, soit en investissement passif ou en valeur d'actifs pour réussir à subvenir à leurs besoins. Puis maintenant, ben là, ils vont se poser plus la question, qu'est-ce que je fais pour m'assurer que ça soit davantage un impact positif et non un fardeau pour la prochaine génération? Comment je fais pour les accompagner, s'assurer qu'on a une conversation ensemble? Fait que là, c'est des gens qui ont déjà acheté le bateau, le condo en Floride et la ferme. Oui, bien c'est ça. En fait, je me demande, c'est quand tu commences ça? Tu commences ça quand tu as de l'argent ou si tu sais que, c'est en train de décoller. Tu sais, tu prends un exemple de seconde génération, mais ou troisième génération, mais souvent, il y a aussi dans la nouvelle économie web technologique, on est des premières générations. Ce qui veut dire que moi, est-ce que je devrais faire des moves maintenant pour mes enfants, même si j'ai pas cristallisé encore la valeur de vente? Absolument, c'est vraiment une vision. Il faut que ça soit viscéral. Donc souvent, quand on est en croissance, en lancement d'entreprise, le focus, l'énergie est davantage à s'assurer que ça croît, que ça survive. Donc, on est dans un contexte relativement difficile, que ça soit dans des structures de financement, dans l'immobilier, c'est relativement difficile présentement, mais le moment qu'on veut mettre autant de l'énergie, du temps, de l'espace mental à planifier pour l'autre génération. Des fois, on va accompagner des entrepreneurs qui ne sont pas encore là, mais c'est vraiment ça leur target. Ils veulent bâtir quelque chose, soit pour ou avec la prochaine génération, puis bâtir le fondement des valeurs puis des bonnes pratiques entrepreneuriales là, pour que ça dure dans le temps. Donc, ça vaut la peine de faire une planification très tôt dans l'aventure, juste pour justement... Phil, il pose pas des questions pour les auditeurs, il pose des questions pour lui-même. Oui, exact. Non, mais on veut savoir, là, et c'est ça. Non, mais c'est de le rendre concret. Comme je te dis, oui, il y a des familles que c'est deuxième, troisième, quatrième génération. En fait, en quatrième, il n'y en a pas tant que ça, là, mais il y a beaucoup d'entreprises technologiques que, ça n'existait pas il y a 10 ans. Ça peut pas être de deuxième génération. Genre les Bronfman, ils sont mais à combien de générations? Non, mais c'est ça, mais Cookit, tous ces business-là, Lightspeed, Cookit, c'est toutes des entreprises dont c'est la première génération. Ils sont partis de rien, là. Moi, je voulais savoir, donc, on dit souvent que les Québécois, on n'est pas, on souffre de faible littératie financière, là, c'est le mot qu'on dit. Puis, évidemment, je me dis, toi, tu travailles avec des entrepreneurs qui sont dans une démarche en tout cas familiale, là. Je sais pas si c'est de passation, mais est-ce que les entrepreneurs sont tous et toutes bons avec l'argent? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que tu as monté une entreprise à succès que tu deviens smart, puis des fiducies? Comment on apprend ça? Comment on apprend ça? Parce que, évidemment, les premières générations, souvent, ça va être les fondateurs. Donc, c'est des gens... normalement d'exception, qui réussissent à bâtir une entreprise qui se taille une place importante dans le marché, qui a une croissance importante, puis que ça a vraiment une structure que ça peut durer dans le temps. Il y a beaucoup d'entreprises qui rouvrent, qui ferment pour quelconque raison. Donc là-dedans, ces personnes-là, c'est très dur à dupliquer. Donc, que ce soit au sein d'une même famille. Donc, c'est souvent des compétences différentes de savoir à être un bon gardien de valeur. Quelqu'un, on va dire, là, un membre de la famille qui a une capacité fiduciaire, qui est capable de regarder à long terme et de protéger du capital, préparer la prochaine génération. C'est pas les mêmes aptitudes que ça prend pour lancer une entreprise d'envergure. Donc, souvent, c'est difficile, cette transition-là. Si on parle d'un événement de liquidité, puis si l'entreprise est encore là, ben il faut continuer à opérer, être capable de déléguer pour pouvoir mettre suffisamment d'énergie. Comment y arrive? Ben, c'est souvent dans ce contexte-là que nous, on arrive, quand ils se posent la question, comment on y arrive, tout en restant impartial, tout en faisant confiance aux bonnes personnes puis en mettant pas les œufs dans le même panier. C'est intéressant que tu parles des quatrième génération, Phil, parce que c'est une question que j'avais pour toi. Tu sais, il y a la loi des 3 générations. La première construit, la deuxième, je sais pas, le fait grandir, puis la troisième, elle fout ça par terre. Elle dépense, tu sais. Non, mais c'est ça, là, les Anglais, shirt sleeve to shirt sleeves, là, les manches courtes aux manches courtes, là. C'est-à-dire des cols bleus aux cols bleus, tu sais.
un commentaire là-dessus par Alexandre Barbe? Moi, peut-être juste vous amener un petit peu dans le domaine de l'accompagnement de familles entrepreneurs. Ouais. Ça existe depuis à peu près une quarantaine d'années. Ça a beaucoup commencé dans le coin de Boston avec Jay Hughes, avec un modèle. C'est le premier qui a amené un modèle là, famille, entreprise et la propriété pour amener des conversations autour. Et toute la notion de shirt sleeve to shirt sleeve, c'est ce qu'on va appeler dans le langage le wealth 2.0, c'est le passé où on parlait des peurs, de ce qu'on veut pas accomplir. Et là, il est en train de se construire davantage une réflexion autour de comment on peut rendre ça positif. C'est quoi les avenues pour s'assurer que ce qu'on bâtit, ça ait une valeur, ça ait un impact et que ça puisse avoir le plus possible une portée dans la communauté, plutôt que de dire, si tu planifies pas, il ne restera plus rien en troisième génération, qui sont essentiellement, les deux veulent dire la même chose. Donc, c'est la façon de l'apporter. Et on voit un changement dans les 10 dernières années qui commence à s'organiser. Il y a de plus en plus, là, ça commence à devenir un peu des mots-clés, là, family office, donc la plupart des grandes firmes, fait soit family bancaires. Office, c'est comme un genre de... C'est un mot qui veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, c'est des family office, normalement, c'est des familles qui vont s'organiser, qui vont s'engager des employés pour gérer à l'interne leur fortune, donc qui ont vraiment une indépendance des institutions financières. Des gens plus riches que toi. Ouais, là, c'est pas mal que c'est moi ça, et toi combinés. Oui, on peut avoir des adjoints virtuels là, pour gérer à moins cher, mais normalement, on a besoin de talent. Donc, j'ai une question là-dessus, je vais y revenir, mais avant, je voulais finir la question des familles. Puis là, évidemment, c'est un peu sensible. T'en as des clients qui c'est des familles. Fait que je veux pas que tu nous cites personne, mais c'est quoi les conflits qu'on voit les plus souvent? De quoi ils se chicanent, le monde? Ils parlent vraiment d'argent ou ils parlent pas d'argent? Ou, c'est quoi les... Qu'est-ce qu'on essaie de... On n'est pas dans la chicane d'héritage, on s'astine le bateau. Succession, là, comme la série télé? Je vous confirme, moi, que j'ai une famille le symbole, il y a quelques mois. L'autorité, je vais être président, tu vas être président, tu sais, ouais, tout ça. Disons que Succession, il y a des côtés très caricaturaux pour le rendre Hollywood, mais je dirais la nature des conflits, la façon que ça se traduit, c'est pas 100% anodin. Donc, l'argent, essentiellement, qu'est-ce que ça fait? Ça l'amplifie les comportements des gens et ça rajoute énormément de responsabilités. Au-delà de toutes les responsabilités qu'on a à faire au quotidien. Mais pour répondre à ta question, la plupart des conflits ont rien à voir avec l'argent. C'est juste que l'argent devient simplement... comme s'il y a une petite flamme, puis on lance bien du gaz dessus. Donc, ils vont s'assiner pour des conflits qui n'ont pas été résolus, d'une histoire de petite voiture à 5 ans, d'une histoire de mon père qui t'a amené en voyage, puis moi, j'ai pas été invité. Et ça devient la base d'un construit de comment on gère nos relations entre frères et sœurs, cousins, cousines. Et c'est ça qui pète. Moi, j'ai gradué de l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, en 2013, donc ça fait 10 ans. Là. Un founder. Mais non, peu importe, mais tu sais... Ça, là, c'était au quotidien. Là. Ah oui, hein? Tu sais, entre mes collègues entrepreneurs, il y a beaucoup de familles qui envoient leur seconde génération à cette école-là. Puis c'était ça, là. Tu sais, là, le père veut se retirer. Ouais, mais en 1996, papa t'a payé un voyage à New York. Moi, je suis pas allé. C'est comme, tu t'entends ça. Ils ont 10 millions de dollars, mais c'est le voyage à 800 piastres. Au secours, tu sais. Puis c'est ça, comme l'école, c'est un des très bons véhicules pour élever individuellement. Donc, souvent, soit des fondateurs ou des jeunes qui sont en position de reprendre, à devenir plus conscients d'eux-mêmes et plus outillés pour, des fois, prendre des entreprises que leurs parents ont pris de 0 à 300 employés. Puis eux, ils arrivent, puis ils n'ont pas eu le 0 à 300 employés, ils doivent le reprendre là. Donc, c'est important d'avoir une bonne connaissance de soi, mais c'est ça dans l'accompagnement des familles, c'est de s'assurer de guider de façon le plus neutre et sans faire de dommages ces conversations-là pour aller au fond des choses, puis apprendre les familles à être plus alignées sur quels sont leurs enjeux, puis d'enlever le plus possible de bagages. Fait que parlons un petit peu mettons, de celui qui est là. C'est souvent des hommes, là, puis j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes, mais tu sais, dans Succession, là, c'est le père de famille, puis c'est générationnel, mais j'ai le sentiment que homme ou femme, tu sais, quand t'es entrepreneur, puis Phil, t'as peut-être un avis différent de moi là-dessus, mais tu sais, moi, je me considère, bon, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'employés, mais tu sais, je me considère comme un entrepreneur dans la vie, puis tu sais, le concept même de retraite m'est étranger.
changer, là, cette idée qu'à un moment donné, je vais comme arrêter, puis vivre de mon... Puis j'ai l'impression que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. Puis c'est ce qu'on constate, là, les Jean Coutu, la famille Germain, etc. C'est des gens qui veulent comme mourir à job, là, tu sais. Comment, le concept de retraite, comment c'est vécu dans ces familles-là? Parce que la retraite, ça vient aussi avec la passation, puis, tu sais, comment tu vois ça, tu sais? C'est pas une terminologie qu'on utilise beaucoup. Prenez 2 minutes, puis ouvrez dans le dictionnaire, cherchez le mot retraite, puis partagez-moi un mot positif qui fait partie de la définition. Il n'y a absolument rien de positif. Solitude, isolation. Non, mais voyage, faire ce que je veux, arrêter de faire mon 9 à 5 de marde. C'est pas la retraite. Le monde, honnêtement, c'est comme entrepreneur, si tu fais un 9 à 5 de marde puis tu as passé un... Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour des travailleurs, la retraite, c'est comme doré. Puis, oui, absolument. Surtout si tu es capable de te mettre de l'argent de côté toute ta vie. Mais pour moi, comme je dis, je me considère un entrepreneur. Je côtoie plein d'entrepreneurs autour de moi. La retraite, c'est comme la mort, là, tu comprends? Cette idée que je vais à un moment donné arrêter. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Tu sais, nous, de toute façon, tu connais mon histoire, mais on a nommé notre relève, puis William va être CEO dans 5 ans. Mais toi, tu vas comme faire quoi? Genre, j'ai aucune idée. Sur la plage à te faire dorer, je te connais assez pour savoir que tu vas partir une autre business, tu comprends? Non, parce que je quitterai pas l'entreprise, mais je vais avoir un autre rôle. Je pense que les patriarches, matriarches, ils ont un autre rôle. Tu sais, prends Porte de Garage Garaga, prends Artopex, je peux t'en nommer plein de business familiales. Les messieurs s'occupent les papas, ils s'occupent de d'autres choses, la relation avec les banques, les fournisseurs stratégiques, mais les opérations de tous les jours à l'usine sont dans les mains des enfants. Exact. C'est peut-être comme ça que ça se passe. On répond à ma question sans faire intervenir Marc-Alexandre Barbe. C'est ça qui est le fun. Non, mais c'est... on en discute. On est peut-être pas d'accord. Ça se passe à 3, là, c'est un triangle. Là, on a chacun notre pointe. Mais c'est vraiment un concept au Québec qui est assez ancré. On a des régimes de retraite. On a Retraite Québec, qui est un organisme. C'est beaucoup porté vers ça. Dans les entrepreneurs passionnés. De percevoir ton RRQ. Moi, si tu savais le nombre d'entreprises où je rentre, où l'employé, il y a un calendrier, là, puis il y a un X. Les jours. Non, il y a un X, là, j'y dis, puis il me dit, ils sont capables 3 ans, 4 jours. C'est capoté. Mais ça, c'est pas des entrepreneurs. Non, puis c'est correct parce que tout entrepreneur va avoir besoin de membres d'une équipe qui les supporte et eux ont une passion, ils respectent énormément, mais ce n'est pas leur rêve. Donc, ils veulent qu'il y ait une fin à ça pour qu'ils vivent pleinement leur rêve. Versus un entrepreneur qui est vraiment aligné, puis surtout qui a un désir de pérennité, va trouver une façon à travers la croissance puis la transition de continuer de vivre de sa passion. C'est des gens hyper drivés. Donc ça, c'est souvent là dans les transitions, quand je vous parlais là, du volet familial, entreprise, la propriété, il y a beaucoup de responsabilités qui se dessinent quand il y a une certaine envergure. Puis c'est ça qui est important dans les familles qui se tiennent, c'est qu'ils regardent toutes les possibilités d'implication. Des fois, dans les familles, dans les relèves, ils veulent rien savoir d'une entreprise de distribution de boulons, mais ils veulent commencer à s'impliquer dans la gestion du patrimoine, la philanthropie, dans acheter des entreprises, dans le multimédia. Donc, ils vont se diversifier. Mais il faut être capable d'avoir les conversations et non juste avoir une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire prendre une relève. C'est de travailler dans le shop à boulons. Faut ouvrir des portes. Fait que tu es toi-même en train de reprendre l'entreprise que Réginald Barbe, on a commencé avec lui, on va finir avec lui. Ton père a fondé il y a une 15aine d'années. C'est une entreprise qui va bien, qui est en santé financière, plusieurs employés. C'est quoi la dynamique? Est-ce que vous êtes des cordonniers bien chaussés? Est-ce que vous... bien chaussé. Est-ce que vous parlez entre vous comme vous parlez à vos clients? Donc, oui, absolument. On a eu vraiment on a eu un bon accompagnement, donc vraiment au niveau d'avantages, rôles, responsabilités au sein de l'entreprise. Donc, on a vraiment creusé, on a une belle transparence et une ouverture à se faire coacher, challenger pour être davantage unis. J'ai aussi un associé qui n'est pas dans la famille, que j'adore comme ma sœur. Et puis, vraiment... On la salue.
salue Geneviève. On la salue, à la Geneviève, maison. d'ailleurs, là, exactement. Donc, on a vraiment les bases pour vraiment réussir à bâtir quelque chose. Bon, moi, mon plus vieux, il a 8 ans. Là, il dit, oui, papa, je vais être conseiller, mais je laisse le temps de faire ses classes encore, puis pour qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire accompagner des familles. Là, parce que déjà, il s'assine dans le cours d'école des fois, puis pas sûr qu'il gère bien les émotions. Il faut être bon à gérer les émotions pour faire ça. Très bien. Marc-Alexandre Barbe, associé chez Planisource, planificateur financier et quelqu'un qui a manifestement beaucoup de réponses à ces questions-là très difficiles de la succession, gestion de patrimoine. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci, Francis. Merci, Philippe. À bientôt. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en faute de repreneurs, OK? Puis, tu sais, au Québec, moi, je considère que c'est une c'est une problématique énorme. Là. Oui. On parle d'entreprises en santé financière, Francis, qui ont des profits, des bons produits, mais qu'il n'y a pas personne pour les reprendre. Alors, on a voulu parler à un expert dans le domaine, donc on a pensé à faire venir le directeur général du Centre de transfert d'entreprises du Québec, Alexandre Olive. Salut, Alexandre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Francis. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que ça fait le CETEC, on va l'appeler comme ça entre nous autres, là, le Centre de transfert des entreprises du Québec? Oui, absolument. En fait, le Centre de transfert d'entreprises du Québec a pour mission, en fait, d'accompagner les repreneurs et les cédants dans leur projet de reprise ou de vente d'entreprise. Donc, principalement, on a des services conseils, des services d'accompagnement. On a un index qui est la première plateforme de maillage entre les acheteurs et les vendeurs au Québec. Voilà, et ça a été créé depuis maintenant 2015. Est-ce que la situation, Alexandre, elle est aussi importante qu'on pense qu'elle est dans le sens, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de repreneurs en ce moment au Québec? Et en 2020, il y a une étude qui était sortie qui annonçait qu'il y allait avoir environ 34 000 entreprises qui seraient prêtes à céder entre 2020 et 2025. Et ça, on le sait, c'est un chiffre conservateur parce qu'on n'avait pas eu l'effet de la pandémie, pas l'effet de l'inflation, pas l'effet du vieillissement de la population et ses impacts, ni les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc le chiffre que je vous donne actuellement, on est en train de le recalculer, mais on sait qu'il est conservateur et on est certain que le nombre d'entreprises est beaucoup plus élevé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, comme société? Ça pousse pas rapidement là, des repreneurs dans le sens qu'on peut pas en créer. Est-ce qu'on règle ça par l'immigration? Fait-tu venir des gens qui ont des sous, qui vont racheter nos entreprises québécoises? C'est quoi la stratégie, selon toi, qu'il faut employer au Québec pour corriger ça? Je dirais que la première stratégie, c'est de faire connaître le reprenariat, développer une vraie culture du reprenariat au Québec. On a longtemps fait valoir la création d'entreprises qui est très très bien, soit dit en passant. Toutes les structures d'accompagnement sont disponibles au Québec depuis maintenant une vingtaine d'années pour créer. Mais reprendre, c'est aussi entreprendre. C'est un message très important. Pourquoi? Parce que évidemment, on reprend une entreprise, que ça soit dans le reprenariat collectif, une reprise interne par les employés, une reprise externe, une reprise familiale. Il y a plein de possibilités, mais je pense qu'il faut les faire connaître et il faut surtout bien se préparer. Il faut marteler auprès des cédants qu'un transfert d'entreprise ne se fait pas en 6 mois. Il y a des étapes préalables, faut être bien accompagné et les taux de succès surtout sont relativement élevés, ne serait-ce que pour nous dans nos propres entreprises. On a accompagné pas loin de 15 000 entrepreneurs depuis 5 ans et le taux de succès, 87,5% des entreprises sont encore debout 5 ans après. Donc on le sait que c'est très élevé, mais le chemin peut paraître un peu compliqué parce qu'il est mal connu. Voilà. Et donc, il y a quand même le risque qu'on trouve peut-être pas suffisamment de repreneurs. Qu'est-ce qui arrive si c'est le cas, Alexandre? Est-ce qu'on doit craindre que nos PME meurent? Est-ce qu'elles vont être vendues à des multinationales étrangères? C'est quoi le scénario du pire sur lequel vous tablez quand vous regardez cet avenir un peu incertain, on va se le dire? Le pire scénario, je vous dirais, ce sont les fermetures. C'est-à-dire, là, c'est une perte sèche. Là. C'est-à-dire, l'entreprise décide de fermer tout bonnement ou de liquider. Donc, c'est une perte d'emploi, c'est une perte dans la chaîne d'approvisionnement. On n'en parle pas souvent, mais la petite moyenne entreprise du Québec sert évidemment dans la chaîne d'approvisionnement pour accueillir des plus gros projets au Québec.
Et je dirais que le pire scénario, ça serait ça. C'est-à-dire que vraiment une accélération de la fermeture des entreprises. Et on le voit malheureusement depuis quelques trimestres. On sait que les entreprises ont tendance à fermer plus rapidement. Donc, je vous dis qu'il y a une prise de conscience quand même collective au Québec depuis plusieurs années. On a lancé une initiative qui est la table nationale sur le reprenariat avec plusieurs partenaires pour justement faire valoir l'importance de développer la culture de l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des outils et il faut les faire connaître. Il y a des outils qui sont disponibles comme l'index, qui est en tout cas la première plateforme d'achat et vente d'entreprises au Québec dans lequel on peut retrouver des entreprises à vendre et on peut aussi trouver des acheteurs potentiels. Mais il y a d'autres solutions que je pourrais vous parler, mais la première chose, c'est vraiment de faire connaître le reprenariat comme une avenue et d'identifier rapidement des relèves pour des entrepreneurs qui n'en ont pas. De 80%, je vous dirais, des transferts qu'on effectue au Québec, ce sont des transferts externes, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas de relève identifiée. Ben, si on regarde, là, je veux pas me prendre en exemple, mais dans notre cas, on a amorcé notre relève dans notre petite entreprise, dans le sens que on voulait le travailler. Donc, on a trouvé un jeune, du moins qui est plus jeune que moi, qui est mon associé, qui se prépare à la reprendre. Puis, il y a un plan très stratégique de combien d'actions il peut acheter au fil des années. Donc, on a entamé, puis nous, on a regardé à l'intérieur de l'entreprise à la place de regarder à l'extérieur. Est-ce que tu penses, Alexandre, qu'il y a peut-être quelque chose à faire à même les employés des entreprises? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une avenue. D'ailleurs, c'est l'objet de cette sortie qu'on a fait conjointe avec Pierre Graff et Charles Milliard. On a écrit une lettre ouverte là aux entrepreneurs. La solution est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et la première chose, c'est évidemment de regarder dans son bassin d'employés, de cadres, des solutions de reprise. Ils connaissent bien l'entreprise, connaissent ses défis, connaissent ses employés, connaissent la culture. L'enjeu reste l'accès au financement. C'est parfois un peu plus compliqué, mais c'est une avenue qui est extrêmement intéressante, évidemment. Ben, c'est pour ça que je pense que si c'est fait de façon graduelle, la pilule, excusez l'expression, là, mais elle est moins dure à avaler par l'acquéreur si tu le prends dans ton équipe. S'il y a un plan de match dans lequel il peut prendre des actions d'année en année, etc. Je pense que ça fait moins pire que d'être obligé de racheter 100% de l'entreprise dans 10 ans, puis là, avec des valeurs stratosphériques. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, Alexandre, je voulais t'entendre un peu. Bon, depuis 18 mois, le taux directeur de la Banque du Canada a quand même bien évolué. Et puis, je connais quand même quelques repreneurs dans mon cercle d'amis, puis c'est certain qu'il y a une partie souvent du reprenariat qui passe par de la dette, par de l'emprunt. Comment est-ce que ça change le portrait un peu pour un organisme comme le CETEC d'avoir des coûts de financement dans les 8, 9, 10%, alors qu'il y a à peine un an, on était à moins de la moitié de ça? Ça touche toute l'économie du Québec. Effectivement, c'est un enjeu. Le marché n'est pas forcément idéal pour le moment, c'est-à-dire des taux qui sont plus difficiles, l'accès à du financement plus difficile. On observe par contre une tendance très importante que je voulais vous partager, c'est que l'indice entrepreneurial québécois a annoncé il y a quelques mois que 85% des repreneurs au Québec avaient une volonté de reprendre à plusieurs. Donc, il y a une tendance qu'on voit chez nous, c'est que maintenant, le risque de vouloir reprendre une entreprise tout seul est beaucoup moins élevé, est beaucoup moins important qu'il y a 10-15 ans. Donc, reprendre, oui, mais reprendre ensemble est en train de devenir une tendance très marquée au Québec, ce qui est une bonne nouvelle. On parle de reprise collective, mais il n'y a pas juste ça. Donc ça, c'est une des solutions, c'est que la dette est beaucoup moins, je dirais, élevée quand on peut, si vous voulez, séparer évidemment la reprise entre plusieurs personnes. L'autre chose, c'est qu'évidemment, on est dans un contexte où les taux d'intérêt pour l'instant sont relativement élevés. Par contre, le marché, il y a tellement d'entreprises qui sont et qui seront disponibles sur le marché que c'est intéressant aussi pour les repreneurs d'accéder à des entreprises qui n'ont pas forcément une valorisation qui est forcément très élevée. Donc, bon an, mal an, des taux un peu plus élevés, oui, mais des entreprises disponibles à la vente en grande quantité
fait que tout ça peut s'équilibrer. On pense que ça peut s'équilibrer dans les prochaines années. Alexandre, je voulais te remercier d'avoir passé à l'émission. Prends pas ça pour du cash. J'invite les gens à aller lire la super bonne lettre ouverte. Et si la solution au défi de la relève se trouvait déjà dans nos entreprises, lettre que tu as co-signée avec Charles Milliard et la dernière Pierre Graff. Pierre Graff, du regroupement des jeunes chambres de commerce qu'on connaît bien. Alors, merci d'avoir été à l'émission. Ben, merci beaucoup. Et puis, j'en profite pour féliciter là, pour votre prix, là, du Gala Grand Prix de la relève d'affaires à la RDCTQ. Bravo. Ça, c'est Phil. En fait, c'est William, mon partenaire William Grenier-Chalfou qui a gagné ça justement là, à la relève. Tout à son honneur. Mais merci. Fait que c'était le fun, parler d'actualité. Oui. On refait ça la semaine prochaine. Yes. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.